Tu es en train de te faire un setup full Asus ROG et puis tu es là, tu regardes les alimentations, tu as vu la Asus ROG Thor et tu te demandes si elle est aussi belle que bonne et puis tu hésites. Bah aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question avec des vrais tests d'alimentation. Puis on va regarder si cette alimentation est aussi bonne que ce que les concurrents sont capables de faire. Comme tu auras compris, aujourd'hui on va s'attaquer à la ROG Thor 850 Platinum 2, donc 850 watts comme son nom l'indique. En tout cas, elle est vraiment magnifique à regarder, ce petit bloc là d'alu brossé qui est totalement taillé pour l'aération, c'est vraiment beau. Le côté avec l'écran, même s'il y a de monstrueuses traces de doigts, et bah c'est beau aussi. Et puis là, bah, comme d'habitude, la connectique. Franchement, c'est un bloc qui est très réussi au niveau de l'esthétisme. Et je comprends pourquoi certains d'entre vous ils bavent un petit peu quand ils voient ces blocs d'alimentation, surtout dans un setup full Asus ROG. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'à l'intérieur, c'est aussi bien que ce que ça y paraît? Est-ce que finalement, c'est aussi bon que ce que certains concurrents font pour le même prix, voire moins cher? Donc déjà, au niveau des spécifications techniques, qu'est-ce que cette alimentation, elle annonce? Et bien, comme vous pouvez le voir ici, on a un petit bouton qui va vous permettre de passer l'alimentation en mode passif ou actif. Donc déjà, ça, c'est intéressant. Parce que si jamais vous voulez une alimentation passive, tout simplement, arrêtez de faire ça. C'est très mauvais pour les alimentations et c'est pas ce qui fait le plus de bruit dans vos PC. Donc une alimentation passive, ça sert à rien. En tout cas, maintenant que j'ai fait mon coup de gueule, c'est possible de le faire si jamais vous voulez réduire la durée de vie de votre alimentation. Et puis sinon, déjà au niveau de l'esthétisme, c'est plutôt pas mal. C'est un bloc qui est particulièrement court malgré le fait qu'il soit en très haute puissance. Alors je ne sais pas si les versions 1000 watts, elles sont aussi compactes, mais je pense que oui, donc ça rentre dans beaucoup de boîtiers. Ça, c'est très intéressant. Bon, vu le prix, je pense qu'on pouvait se douter que c'était une alimentation full modulaire. Je tiens à préciser également qu'au niveau justement des câblages, quand vous mettez les vieux ports de carte graphique, donc les 6+2, enfin ceux qui ont des cartes graphiques AMD, c'est toujours d'actualité, mais pour ceux qui ont du Nvidia, c'était les anciens, et ben vous avez un seul 6+2 par câble, donc il faut faire attention. C'est pas parce que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de câbles en 6+2 que vous pouvez mettre 18 cartes graphiques. Bon, je vois pas à quoi ça sert ici. Le minage c'est terminé depuis un petit moment. Donc on a quand même pas moins de 5 ports ici, avec 2 qui sont dédiés au processeur, 3 pour la carte graphique, 4 pour les SATA et tout ce qui va dépendre un petit peu du reste. Et puis vous avez un petit port spécial qui va vous permettre justement de contrôler les LED de l'alimentation pour qu'elles soient synchronisées avec tout le reste du setup. Et là au moins tu es tranquille. Hein. Peut-être que ton alimentation n'est pas aussi bonne que ce qu'on te l'a dit, mais au moins, les LED sont synchronisés avec le reste. Et ça, c'est plutôt beau. Sinon, dans ce qu'elle annonce également, c'est que c'est une alimentation monorail. Donc les overclockers vont être très contents. Ils vont pouvoir tirer comme des bourrins sur tous les rails, il n'y a pas de souci, parce qu'il y a un seul rail. Donc ça va être plutôt stable en overclocking. Justement, quand on va pousser un petit peu la limite de ces rails, on voit qu'on peut tirer sur le plus 12 volts, 71 ampères, donc ce qui nous fait 852 watts. Donc on peut quand même déjà tirer plutôt pas mal de puissance. Si on part ici sur le rail du 5 volts, on peut tirer quand même 20 ampères, et puis sur le rail du 3,3 volts on peut tirer 20 ampères aussi, ce qui fait qu'en théorie avec tout ça vous pouvez tirer à peu près plus de 900 watts, mais Asus ils vous disent que vous pouvez tirer que 852 parce que quand même faut pas déconner, c'est une 850 watts. Et au niveau du rendement, on vous annonce quand même un rendement de 80 plus Platinum ici, donc c'est quand même pas n'importe quoi. C'est pas beaucoup plus rentable que l'or, mais c'est quand même un petit peu mieux. Donc, on va quand même être content ici. Évidemment, on profite de la norme ATX 3.0 qui va vous permettre de profiter de toutes les dernières technologies d'alimentation, qui fait que toutes ces alimentations qui viennent de sortir sont particulièrement performantes et théoriquement particulièrement bonnes. À prendre avec des pincettes parce que c'est peut-être possible qu'une alimentation 3.0 ait des gros défauts de sécurité thermique, etc. Mais au niveau justement du reste électronique, ça devrait plutôt aller. Justement, tant qu'on parle des protections qui sont intégrées dans cette alimentation, qu'est-ce qu'on a exactement comme protection dedans? Pour les protections, c'est plutôt simple, on a tout ce qui est possible et imaginable à intégrer dans une alimentation. Donc on a l'OPP, donc ça si vous tirez plus que la puissance, ça va déclencher. On a l'OVP qui est là pour la surtension. On a l'UVP, c'est si vous êtes en sous-tension. Vous avez le SCP qui est contre les courts-circuits. Donc si jamais vous faites un court-circuit, c'est censé couper. On a l'OCP sur intensité, donc si jamais vous tirez trop d'intensité, ça va couper. Et puis vous avez l'OTP qui est là pour la surchauffe de l'alimentation. Si ça chauffe trop, elle est censée couper également. Maintenant, le truc, c'est que elle n'est pas censée surchauffer, déjà parce qu'elle a un excellent rendement, 80 plus Platinum, c'est pas censé vous arriver. Et puis on a quand même un ventilateur de 135 mm qui, si vous ne l'avez pas mis en mode passif, devrait être tout le temps actif.
et permettent un refroidissement qui est plutôt intéressant. Et quand on va plonger à l'intérieur de cette alimentation, vous allez voir que Asus a même changé les dissipateurs et ils les ont un petit peu musclés histoire de dissiper un petit peu mieux tout ça. Maintenant c'est l'heure de passer au test parce que la fiche technique ça fait pas tout, donc on va passer au test, on va tester pas mal de choses. C'est des tests que j'ai déjà fait sur la PX1000P de chez Deepcool, je vous mets la vidéo juste là si jamais vous voulez voir tout ça. Donc on va déjà tester la puissance, donc ça va nous donner une petite idée du rendement même si c'est pas très précis. On va voir également le facteur de puissance, donc on va voir la capacité de l'alimentation à rattraper le déphasage qu'elle provoque. De manière normale, vous avez le courant et la tension qui arrivent en même temps à l'entrée et à la sortie de votre dispositif, donc ça c'est quand il n'y a pas de déphasage. Et puis quand vous avez une alimentation comme ça, il y a des condensateurs, il y a des bobines, et du coup ça va faire qu'il y a du déphasage qui va se créer. Donc c'est représenté ici par ce facteur de puissance. S'il est à 1, c'est que c'est parfait, donc que l'alimentation rattrape parfaitement le déphasage. Et si on est en dessous de 1, ça veut dire qu'on a encore un léger déphasage à la sortie ici. C'est quelque chose qui n'est pas facturé aux particuliers en France, donc c'est pas vraiment un souci de facture ici, c'est un souci de voir la propreté du réseau qui sort. Maintenant, on va tester aussi d'autres choses, étant donné que je me suis équipé d'un oscilloscope. C'est pas la meilleure précision qu'on peut avoir avec un oscillo, parce que j'ai pris un truc pas très cher, j'ai pas forcément les moyens de mettre des sommes astronomiques dedans. Par la suite, j'en achèterai un mieux. Mais du coup, pour l'instant, on peut avoir le voltage peak to peak. Donc ça va être justement le VPP sur les graphiques. Et ça consiste justement à mesurer les fluctuations de tension sur des temps très courts. Quand je dis très très court, on est dans l'ordre de 200 millisecondes, voire beaucoup moins. Donc ça va permettre de voir s'il y a vraiment des micro-variations de tension qui pourraient éventuellement rendre votre overclocking moins stable ou tout simplement provoquer la mort d'un composant à force avec le temps parce qu'il n'aime pas trop les variations de tension comme ça. Et à la fin du coup on a les volts RMS qui là vont vous représenter la propreté justement de l'alimentation. On a une alimentation à découpage ici, donc le découpage il a une certaine fréquence et on va provoquer du bruit dans le signal. Nous ce qu'on veut c'est un 12 volts continu, on est d'accord, courant continu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fréquence, la fréquence devrait être à 0. Le problème ici, c'est qu'avec ces découpages, même avec beaucoup de filtrage et de lissage, eh ben, on va voir quand même des fréquences qui vont se balader derrière. Ça, c'est un petit peu dommage. Et du coup, quand on mesure les volts RMS, on mesure justement la puissance de la saleté qu'il y a sur le signal. En gros, c'est vraiment la puissance d'impureté que vous pouvez retrouver dans votre signal continu derrière. Et ça va vous donner une petite idée de si l'alimentation est plutôt propre ou si elle est totalement affreuse. Donc plus ce chiffre est élevé et plus le signal est perturbé, donc ça c'est plutôt dommage. Maintenant que vous avez tout ça, je vous balance les graphiques et puis on en reparle juste après. Donc au niveau de tous ces tests, j'ai fait que 3 tests. Donc comme vous avez vu, on a des consommations qui sont assez différentes. On a un test en idle où on est autour de 80 watts. On a un test où on est un peu plus en charge avec justement que le processeur qui tourne. Comme on est ici sur 3 alimentations monorail que j'ai testé, ça n'a pas vraiment d'incidence qu'il n'y ait que le processeur ou ci ou là. Donc sur notre rail 12 volts, on se retrouve ici avec des perturbations qui sont un peu plus fortes. Et puis sur le rail 5 volts, et ben des fois c'est tellement faible que mon oscilloscope n'arrive même pas à les lire. C'est pour ça que souvent vous vous retrouvez avec un seul point par exemple sur le graphique. C'est parce que mon oscillo il a du mal à lire et que du coup il n'arrive plus à mesurer. C'est possible, donc ça vous donne un ordre d'idée, c'est pas à prendre avec une grande précision. Et là où on va aller un petit peu plus loin, c'est sur le troisième cas de puissance, comme vous avez pu voir, où là on va tirer quasiment 700 watts. Alors forcément sur les deux alimes de 850 watts, ça ne représente pas la même part de la puissance qu'elles sont censées fournir que justement l'alimentation 2000 watts, et ça se voit tout de suite notamment sur le facteur de puissance. Vous avez vu que les deux alimentations de 850 watts arrivent à se stabiliser autour de 1, là où celle de 1000 watts, pour elle, vu que c'est un rendement qui est beaucoup moins intéressant, et ben elle va être un peu moins élevée que 1, on est autour de 0,94. C'est tout pour la conclusion des chiffres un petit peu techniques. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ici? On a une alimentation qui respecte parfaitement les normes, comme elle sort de chez Seasonic, que je m'y attendais parfaitement. Maintenant elle sort de Seasonic, mais il y a des points que je m'y attendais pas, et notamment quand on plonge à l'intérieur de cette alimentation. Et du coup, je vous propose tout simplement qu'on plonge à l'intérieur de cette alimentation et qu'on regarde un petit peu comment ça se passe là-dedans. Là on a le dessus, on voit que les vis elles sont bien cachées quand même. Voilà, c'est très beau, c'est très joli. Et on a le côté avec l'écran, l'arrière.
avec du coup le bouton pour avoir le mode semi-passif ou totalement actif. Après ici on a la grille avec le tableau qui vous permet de savoir combien de watts vous pouvez tirer un petit peu partout. Et ici vous avez toute la connectique avec le fameux port adressable RGB pour pouvoir contrôler l'éclairage depuis votre carte mère. Puis sinon bah, tout ce qui est classique, ici vous voyez vous avez 5 x 8 pins pour brancher les processeurs et les cartes graphiques de votre PC. Après ici vous avez bah, la carte mère, ici vous avez 4 ports qui vous permettent de brancher des périphériques, que ce soit SATA ou Molex. Donc l'alimentation pour 850 watts elle offre quand même déjà pas mal de possibilités. Donc là on a le ventilateur de 135 mm qui est designé par Asus à mon avis. Voilà, c'est un ventilateur assez classique. Mais on voit qu'il a quand même beaucoup de pales, donc son objectif c'est surtout d'avoir beaucoup de flux d'air et pas forcément beaucoup de pression. Comme on peut le voir pour le ventilateur, c'est malheureusement pas une prise classique. Donc si vous voulez changer le ventilateur, ça va être un petit peu plus chiant. Maintenant, si on va un petit peu plus loin, l'intérieur de l'alimentation, qu'est-ce qui saute aux yeux? Les dissipateurs Asus, hein, tout simplement, même à l'intérieur de cette alimentation. Des dissipateurs Asus qui sont quand même plutôt massifs, bien travaillés. Pour des dissipateurs qu'on verra jamais, on doit avouer quand même que le travail d'esthétisme est un peu abusé. Maintenant, c'est clair que ça donne tout de suite une gueule un peu plus belle à l'alimentation. Maintenant, si on part un petit peu dans le technique, qu'est-ce qu'on voit? Bah, déjà, on a une architecture avec un seul gros condensateur. Donc ici, 820 microfarads pour 420 volts. Ici, c'est du Nippon Shmicon. Je ne sais pas si on verra très bien la caméra. C'est du 820 microfarads, donc c'est plutôt bien dimensionné. En plus de ça, pour 400 volts. 420 volts. Donc, comme c'est un condensateur qui va prendre entre 350 volts dans la tête. Un transformateur ici, qui est plutôt pas mal. Donc ça doit être pour la partie redressement du facteur de puissance. Ici, on a un autre transformateur qui lui est plutôt destiné à isoler. Comme vous pouvez voir, il y a du plastique autour. Et ce plastique, eh ben, ils en ont peut-être mis un petit peu beaucoup, quoi. Ils en ont peut-être mis un petit peu beaucoup. Donc ça peut être amené à réduire un peu la durée de vie du transformateur, étant donné que bah, ça chauffe pas mal. C'est un transformateur comme ça. Donc le fait qu'il soit vraiment isolé comme ça, peut-être qu'il va peut-être un petit peu moins bien vieillir. Sinon, sur les aspects qu'on peut voir, bah déjà le blindage il est beaucoup moins beau que ce qu'on peut avoir sur la PX 1000P de chez Deepcool, parce que voilà, on n'a pas de feuille de cuivre dans les blindages. Bon, c'était la seule fois de ma vie que j'ai vu des blindages de cuivre dans une alimentation, mais on va noter quand même que la Deepcool a quand même un gage de qualité supérieure sur les blindages. Alors ces blindages ils servent à arrêter les ondes électromagnétiques, à éviter que ça aille polluer les autres circuits électroniques en dehors de l'alimentation. Là on a une simple couche de plastique, donc la Deepcool était quand même un peu mieux équipée là-dessus. Les deuxièmes trucs qui sont... L'autre truc qu'on peut reprocher, c'est qu'au fond, là je sais pas si vous verrez bien, mais il y a de la pâte qui tienne certains composants pour les empêcher de vibrer. Et il y a certains composants, bon ça j'ai vu parce qu'on me l'a montré, mais ouais, il y a un condensateur qui bouge un petit peu encore. Ça c'est un défaut qui peut arriver chez tout le monde. C'est pas très grave en soi, mais c'est juste que en fait cette pâte elle est là aussi pour faire en sorte que les composants eh ben, ils bougent pas pendant le transport ou avec les vibrations et qu'ils évitent de se dessouder. Donc là c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu mal mis à certains endroits. Mais sinon on a quand même une alimentation de très bonne qualité, hein. C'est pas parce que depuis tout à l'heure que je fais des critiques, ça reste quand même une très bonne alimentation. On a des condensateurs de très bonne qualité, les filtrages sont bons, redressement de facteur de puissance, des dissipateurs qui sont très gros. Le flux d'air est un petit peu travaillé ici, mais on voit quand même qu'on a un travail interne qui est un peu moins bon que ce qu'on pourrait retrouver sur la PX 1000P de Deepcool, qui est un peu moins cher en plus de ça, mais les deux alimentations ne sont pas vouées à la même clientèle. Ici on est chez Asus, donc on cherche quand même pas mal l'esthétisme. On va avouer que l'esthétisme a été pensé jusqu'à l'intérieur de l'alimentation. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise alimentation, le fait de penser principalement à l'esthétisme, hein, parce qu'on est quand même sur une base Seasonic, donc c'est pas n'importe quoi non plus. Deepcool avait peut-être un peu moins cette recherche d'esthétisme, et du coup, ça leur a permis de faire une alimentation
qui s'en sort peut-être un peu mieux sur certains autres points, même si à côté elle sera un peu moins belle. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est clairement pas une mauvaise alimentation, ça a même plutôt tendance à être une très bonne alimentation. C'est surtout qu'à mon avis, la concurrence en face avec la Deepcool est très agressive, donc c'est pour ça que cette alimentation peut paraître un petit peu moins bien que ce qu'elle est. Mais pourtant, ça reste quand même une très bonne alimentation ici. Et puis là où les blindages d'ailleurs, ils sont particulièrement manquants, c'est au niveau des sorties ici, parce que Deepcool, par exemple, ils avaient refait un blindage tout le long ici, au niveau des sorties, pour éviter un petit peu tout le bruit, et là, au final, on l'a pas du tout. Donc c'est un petit peu dommage. Alors je sais pas s'ils ont jugé que c'était pas nécessaire, mais bon, donc c'est dommage parce que cette alimentation finalement elle a pas beaucoup de blindage vers l'extérieur, elle a pas beaucoup de blindage pour éviter de s'auto-parasiter entre guillemets, donc elle aurait plutôt tendance à se parasiter toute seule. Alors quand on dit parasiter, c'est à dire qu'elle va induire du bruit dans les signaux de sortie parce qu'elle est moins bien blindée. Alors ça je sais pas si ça se verra forcément au niveau des mesures, mais dans la théorie, en tout cas, ça devrait être le cas. Maintenant, si on doit conclure justement sur cette alimentation, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah déjà, on a une gueule qui est vraiment belle, on a vraiment un aspect futuriste avec un très bel écran qui vous affiche la puissance absorbée. C'est pas la puissance utile, c'est la puissance absorbée. Justement, j'avais un doute. Alors, en gros, pour ceux qui s'y connaissent pas trop en électricité, la puissance absorbée, c'est ce qui est pris de ce côté à la prise. Et la puissance utile, c'est ce qui est de ce côté. La puissance utile, ça va enlever toutes les pertes justement que vous avez dans l'alimentation à cause de la chaleur, etc. par rapport à la puissance qui rentre au niveau de la prise. Admettons, vous avez 100 watts de puissance absorbée, vous avez une perte de 20 watts au milieu, bah, votre puissance utile c'est 80 watts. Voilà, et bah du coup l'écran qui s'affiche ici, c'est la consommation justement globale de l'alimentation à la prise et pas juste ce qu'il y a derrière. Moi je trouve ça dommage parce que ça aurait pu permettre de calculer éventuellement le rendement de l'alimentation. Ça aurait été plutôt cool, voilà, Asus, ça aurait été plutôt sympa. Ce que je vois aussi qui aurait pu être sympa, alors je sais pas si c'est faisable avec le logiciel, j'ai pas essayé, voir aussi la puissance éventuellement sur les différents rails entre guillemets. Bon là comme c'est une alimentation monorail, pas de souci, mais éventuellement voir la puissance qu'on tire sur le 5 volts, sur le 3 volts, sur le 12 volts, etc. Même si c'est du gadget, ça peut être éventuellement utile. Et pourquoi pas justement faire un écran ici qui pourra afficher plus de données que juste des watts. Même si ça n'intéresse pas tout le monde, je me dis que tant qu'il y a un écran, je pense que ça ne doit pas coûter technologiquement beaucoup plus cher de rajouter 2-3 fioritures comme ça. Donc pourquoi pas aller plus loin. Donc pour la conclusion, qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est que c'est une alimentation qui est particulièrement belle, qui va apporter quelque chose de plus en termes de look à votre configuration. Maintenant, si vous voulez une alimentation haut de gamme avec à peu près les mêmes spécifications, voire même légèrement meilleure techniquement, d'après les mesures, la Deepcool PX1000P s'en sort aussi bien, voire même un peu mieux, et avec des blindages un peu plus épais à l'intérieur. Donc vous allez retrouver une alimentation qui est moins chère déjà parce qu'elle va tourner autour des 180 € en 850 watts et 200 € en 1000 watts. Certes, elle est beaucoup moins belle, mais elle fera grossièrement le même travail. Maintenant, le truc qui est assez différent, c'est que entre ces deux alimentations, vous avez certes une différence de prix, mais Asus vous fournit la Rocktor avec des câbles qui sont déjà tressés. Donc ça, c'est à prendre en compte. Si jamais vous voulez acheter des câbles tressés après, bah ça peut rajouter la différence de prix qu'il y a entre les deux alimentations. À vous de voir, en tout cas, c'est deux excellentes alimentations. Merci beaucoup Asus de m'avoir permis de réaliser cette vidéo. J'ai été très content de pouvoir tester cette alimentation qui sort tout droit de chez Seasonic. Ça a été ma première et j'ai été ravi justement de faire cette expérience. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'était Azertest de Overclocking.com. À la prochaine.